Ben voilà, on y est, la fameuse vidéo rituelle. Pendant que moi je suis en train de me péter le bide pendant les fêtes de fin d'année, cette vidéo sort pour vous dire justement quelles ont été mes petites pépites sur petit écran cette année. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir sur les meilleures séries de l'année 2022, mes meilleures séries et non pas les meilleures séries. Vous allez voir qu'il y a certaines choses dont je n'ai pas parlé forcément sur la chaîne, et pourtant que j'ai forcément adoré. Il y a quelques petites surprises, des grosses pépites aussi, et des classements qui sont assez compliqués à faire, notamment concernant le top 3. Je vous laisserai également faire le vôtre en commentaire, quel a été votre top 3 ou même votre top 7 si le cœur vous en dit en commentaire. Puis nous, c'est parti, on se charge de parler séries, rétrospectivement parlant. En 7ème position de ce top, The Playlist sur Netflix, un biopic donc qui suit la création de l'entreprise Spotify que j'ai adoré. Alors moi je suis utilisateur de Spotify, mais c'est vrai que je me suis jamais intéressé un petit peu à la création de cette entreprise. Et en fait ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'il n'y a pas vraiment de parti pris. Par exemple, moi un de mes films préférés, c'est Steve Jobs, la version donc avec Ashton Kutcher qui part du début de la création d'Apple jusqu'à son ascension entre guillemets. Et ensuite il y a un autre film là avec Michael Fassbender où on part du postulat où Apple est déjà connu et déjà créé, etc. Mais bon, moi j'ai préféré du coup la version qui part de zéro. Mais dans ce film-là, en gros du gros, la plupart du temps, ce que t'en dégages, c'est limite que Steve Jobs, c'est un héros, même si bon, il est montré aussi comme un enfoiré quelque part. Mais à la fin, t'as que du positif qui ressort de ce film. Ce que j'ai aimé dans The Playlist, c'est que c'est pareil, ça va suivre la création de Spotify du fond de garage jusqu'à la multinationale, mais par contre, elle va te montrer beaucoup de points négatifs, et j'ai envie de dire même la série termine sur ce qu'est Spotify maintenant, ou en tout cas sur ce qu'avait été Spotify de manière très très récente, et tu vois en fait que Spotify c'est vraiment pas le rêve de travailler là-bas, c'est business is business, et que t'as certaines mauvaises surprises qui s'y cachent. Donc c'est pour ça que j'ai adoré, c'est que vraiment il n'y a aucun parti pris qui est là-dedans. Il y a aussi une différence qui est faite par rapport donc aux autres biopics qui sont la plupart du temps en film, et c'est en ça justement que c'est intéressant ici, c'est que chaque épisode va se concentrer sur un des acteurs majeurs qui ont contribué à la création de Spotify, à son succès. Ça peut partir du créateur évidemment de l'entreprise, jusqu'au programmateur, jusqu'à même l'avocate, et du coup on a plein de points de vue intéressants sur l'entreprise, que ce soit juridique, mathématique, communication. C'est vachement intéressant du coup, même si du coup ça peut par moments créer quelques longueurs, parce que c'est vrai, il y a des personnages que l'on considère comme étant un petit peu moins intéressants par rapport à d'autres, et que généralement aussi, quand tu finis un épisode et que tu es attaché au personnage, ça y est, eh bien on te dit à la fin de celui-ci, non en fait le prochain épisode, ça va être sur un tout autre personnage, donc le personnage que tu as apprécié, on va plus trop le voir. Même si on le revoit toujours un petit peu, mais généralement, c'est vrai que les focus sont faits sur des personnages dont on n'en a rien à faire. Donc c'est un petit peu pour ça que ça se place en 7ème position, c'est qu'il y a quelques petits soucis de rythme, mais sinon c'est super intéressant, il n'y a pas de parti pris, c'est le rêve américain à l'état pur évidemment, donc ça fait toujours rêver, et bref, 7ème position pour The Playlist. La 6ème place, c'est pour La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Alors titre beaucoup trop long, on est d'accord, c'est une mini-série donc sur Netflix avec Kirsten Bell notamment. Ben là, grosse surprise aussi, parce que j'attendais rien de cette série. On est sur un thriller donc d'une femme totalement dépressive, si je peux dire ça, qui en fait espionne ses voisins sans vouloir les espionner, mais en fait elle regarde par la fenêtre, donc du coup et elle voit des choses étranges qui s'y cachent, et elle va involontairement vouloir s'y mêler, on va dire. C'est un très très bon thriller, pour être honnête c'est très 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 addictif. Je vous conseille vraiment cette série, il n'y a pas énormément d'épisodes, ça dure pas longtemps, possiblement une saison 2, il y avait des discussions je sais, mais bon la série de base avait été vendue comme une mini-série, donc je sais pas si ça pourra aboutir, même si bon il y a eu quand même un petit succès sur la plateforme, et en vrai c'est une des séries que je pourrais considérer comme étant des plus sous-cotées cette année. C'est que vraiment en fait elle donne pas vraiment envie, parce que mini-série, parce que Kirsten Bell qui est donc une actrice qui était très populaire à l'époque, mais qui maintenant fait plus trop parler d'elle, on dira. Mais pour moi ça reste une série à regarder si vous voulez passer un bon moment, et même si vous n'avez pas le temps, c'est très addictif. Tout s'enchaîne très très vite, et c'est plein de surprises. Bref, je vous la conseille énormément. En 5ème position, on passe à du DC, mais sur Netflix, The Sandman. Là aussi, très très bonne surprise selon moi, parce que c'est vrai que quand les premières images, les premiers extraits avaient donc été diffusés, je la sentais pas, cette série. Je me suis dit, bon ok, c'est particulier, ok, ça a l'air fidèle aux comics,
mais en même temps, ça a l'air un petit peu de vouloir se toucher la nouille pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me suis dit, c'est le genre de série où, visuellement, artistiquement parlant, on va se dire, waouh, ok, c'est hyper bizarre, c'est dans son propre univers, etc. Et après, j'avais peur justement que ça se perde un petit peu là-dedans, et au final, pas du tout. Il y a des épisodes dans cette série qui font partie des meilleurs épisodes, toutes séries confondues cette année. Il y a une personnification de la mort, il y a toute une métaphore, tout un épisode aussi sur le libre arbitre. Bref, j'ai fait une critique, je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de détails, je vais pas trop m'arrêter là-dessus sur les séries où j'ai fait une critique, mais masterclass Sandman, vraiment en termes de série d'ici. Quelques épisodes qui sont un peu plus osef que les autres, c'est vrai, mais les épisodes qui sont masterclass, pour le coup, ils sont masterclass. Et puis, c'est aussi l'occasion de découvrir un personnage d'ici qui n'est pas si connu que ça, voilà, c'est pas Batman, Superman, c'est pas la Justice League, c'est Sandman. Ça va traiter de la mythologie, on va aller aux enfers, on va aller au paradis si je puis dire. Bref, c'est vraiment une série qui est dans son propre style, dans son propre genre, qui n'a rien à voir avec le reste, et je vous conseille énormément cette série. En 4e place, toujours une série d'ici. Faut croire que d'ici cette année c'était beaucoup plus en série au final. J'ai nommé Peacemaker, donc qui était là aussi une énorme surprise. D'ailleurs, Peacemaker qui sera diffusé fin décembre, je crois, sur Prime Video. Voilà, foncez. Vraiment, parce que moi, j'ai pas aimé The Suicide Squad. J'ai trouvé que The Suicide Squad était un film qui était très bon en termes de photos, il n'y a pas de souci. Mais à côté, scénaristiquement, plein de choses prévisibles, une attache au personnage qui était vraiment pas ouf. Bref, j'ai vraiment pas aimé The Suicide Squad, et même pas pour le côté humoristique de la chose, quoique c'est vrai que le personnage de Peacemaker dans The Suicide Squad justement, j'étais pas très fan, hein. Je me suis dit putain mais quel relou quoi, vraiment, l'humour là comme ça est relou de ouf. Et du coup quand ils ont annoncé une série sur son personnage, j'étais vraiment pas chaud. Et au final, je peux vous dire, et je me rappelle vous avoir dit ça sur Insta, je crois, ou je sais plus où, mais ça a été mon petit bonbon de bonheur de début d'année 2022, Peacemaker. C'était vraiment ça, c'était incroyable, c'est ultra drôle, c'est ultra dramatique, parce que c'est ça tout le contexte de cette série en gros. C'est que on est sur quelque chose qui, sur la forme, va paraître un petit peu burlesque, mais au final, plus on avance et plus on se rend compte que ce n'est qu'un masque et qu'il y a plein de choses dramatiques qui se cachent derrière. Tout est assumé. Peacemaker se montre ultra attachant, là où dans Suicide Squad, je le trouvais ultra détestable. Donc vraiment très très bonne surprise. Un générique mythique. Voilà, qui aura marqué selon moi DC Comics, qui aura marqué la pop culture en général, qui envoie plein de good vibes. Une série donc réalisée par James Gunn, et ça se voit clairement. Si vous aimez pas le genre Gardien de la Galaxie, bon, vous aimerez pas Peacemaker, je pense. Mais par contre, si vous adorez les Gardiens, vous allez adorer Peacemaker. Et en plus, je vous dis ça, mais je suis pas très fan des Gardiens de la Galaxie, vous voyez. Mais c'est un petit peu dans cette vibe-là, pleine de couleurs, avec des éléments dramatiques qui se cachent derrière donc ce fameux masque humoristique, comme je disais. Bref, si on regarde cette série pour ce qu'elle est, et non pas en se disant « Oui, la Justice League, oui, James Gunn qui reprend l'univers, etc. » Si vraiment on fait abstraction de toute la polémique d'ici en ce moment et qu'on regarde juste la série pour ce qu'elle est vraiment, je vous assure, vous allez passer un super bon moment. J'en reviens pas de dire ça, parce que Peacemaker, je l'attendais, mais vraiment pas cette série, mais au final, c'est vraiment une petite pépite. En 3e place de ce top, et c'est là où ça commence à être compliqué, et pour être honnête, toutes les séries à partir de ce top 3 se valent. Je savais juste pas dans quel ordre les classer, parce qu'elles sont vraiment très différentes les unes des autres, elles sont écrites différemment, c'est des genres différents, bref c'est très compliqué, et voilà, donc j'ai décidé de les placer comme ça, mais ça peut vraiment changer, ça peut vraiment valoir le top 1 pour toutes les 3. Donc en 3e position, House of the Dragon, mais mon dieu, mais regardez-moi ce t-shirt, regardez-moi cette masterclass qui est House of the Dragon, qui aura été la série qui nous aura fait du bien, parce que je crois qu'en même temps que la diffusion de House of the Dragons, il y avait She-Hulk. Donc on était tous contents de regarder House of the Dragon du coup. Vraiment, quelle écriture, des scènes incroyables. Pour moi, House of the Dragon, la saison 1, est meilleure que beaucoup de saisons de Game of Thrones. Moi je l'avais dit dans ma critique, mais je crois que House of the Dragon, c'est le meilleur de Game of Thrones condensé en une saison. Il y a des scènes évidemment qui sont meilleurs dans Game of Thrones, parce que Game of Thrones c'est sur des années, et donc il y a un petit peu de fanservice aussi par moment en fin de série, quand tu vois certaines scènes qui te choquent, qui
te trouble, etc. Mais House of the Dragon, bien que ça mette un petit moment à commencer, que ça mette, je trouve, un petit moment à rentrer dans l'ADN Game of Thrones, vous savez, ce fameux ADN où on se dit, ok, bah en fait, n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. C'est ça, au départ, en tout cas, de Game of Thrones, qui a fait son succès, c'est qu'ils ont commencé à faire crever nos personnages favoris, etc. Et donc, on se retrouvait choqués, quoi. On se retrouvait twisté mentalement, si j'ai envie de dire. Là, House of the Dragon, c'est un peu ça, même si ça met un peu plus longtemps à commencer. Il y a énormément de potentiel pour la saison 2. Les bons dans le temps, bon, c'est un petit peu ce qui se fait ressentir. C'est un petit peu le seul point négatif, selon moi, dans la série, dans le sens où il y a des bons dans le temps de plusieurs années. Il y a un bond dans le temps même très majeur durant cette série, et en fait même si on comprend que ça se passe bien après, le problème c'est que quand tu fais de le bond dans le temps, d'un coup tous les personnages ils ont tous eu des gosses et tout, donc t'arrives même plus à reconnaître quel est le fils de qui et tout, et en plus tous les enfants s'appellent limite pareil quoi, donc c'est très compliqué peut-être de suivre en termes d'arbre généalogique, et au final là aussi c'est le même point négatif qu'avec Game of Thrones au début, et c'est même amoindri, parce que si vous n'avez pas aimé Game of Thrones, pour notamment son nombre de personnages qui est très conséquent, et sa saison 1 qui prend le temps justement de tout présenter, le contexte, les personnages, la géopolitique, bref tout ça, et bien là vous allez aimer House of the Dragons, parce que bien qu'il y ait quand même un petit arbre généalogique à comprendre, il est quand même beaucoup plus petit que Game of Thrones, et donc c'est en ça que la série arrive à se démarquer aussi. Certaines scènes de la série qui font partie pour moi des meilleures scènes là aussi de toute l'année, il y en a qui me restent en tête encore, pour vous dire à quel point visuellement ça m'a marqué. Bref, une série masterclass à ne pas manquer selon moi. Même si on n'est pas fan de l'univers Game of Thrones, je pense que ça peut vous plaire, donc laissez-lui une chance. On passe maintenant au top 2, et vous allez comprendre pourquoi je dis que j'arrive pas à les classer, parce que c'est très différent. Stranger Things saison 4. C'est très compliqué de classer parce que Stranger Things saison 4, c'est une saison 4 quoi. Donc forcément ça a un impact émotionnel beaucoup plus présent quand il arrive des trucs à nos personnages, que par exemple un House of the Dragon, une saison 1 ou... Non, même pas, mais voilà, j'arrive même pas à comparer, en fait, c'est très compliqué. Mais bon, Stranger Things saison 4, un banger, pareil, des effets spéciaux incroyables, une histoire incroyable, un antagoniste incroyable, le meilleur de la série, très franchement, voilà, avec un Barry Gower qui s'est éclaté au maquillage pour franchement avoir un costume pratique, qui est très réaliste, et ça fait plutôt plaisir. Il y a certains plans qui rappellent un peu le xénomorphe et tout, mais c'est une série, en fait, qui... s'assume complètement dans le côté horrifique. Il nous l'avait dit que cette saison de Stranger Things serait beaucoup plus horrifique que les autres, et au final c'est vrai que on prenait un petit peu ça avec des pincettes, parce que bon, les acteurs, vous savez, ils ont tendance un peu à survendre la chose pour faire la promo de la série et tout, et au final non, d'entrée de jeu, dès la fin du premier épisode je crois, on te met dans le bain, on te dit ok, cette série est décossée en moins de 16 ans. Alors non, je sais même pas, je crois pas qu'elle soit décossée en moins de 16 ans, mais ça pourrait, en tout cas, c'est bien plus violent que la plupart des choses. Petite particularité par rapport aux autres saisons ici, c'est qu'elle a été diffusée en 2 parties, et moi je suis plutôt friand de ça. Je sais que beaucoup n'aiment pas trop et préfèrent tout se taper en une journée, en 2 jours ou en 3 jours, mais personnellement j'adore vivre les séries entre, c'est ce qui me permet justement de théoriser et de nourrir cette passion. Et forcément, Stranger Things, la partie 1, c'était une partie qui était destinée à théoriser, c'était fou. Merci à vous, parce que les vidéos elles ont plutôt bien marché sur la chaîne. Je m'y attendais pas pour le coup, mais je suis super content, parce que c'est vraiment une série masterclass. Stranger Things, c'est pour moi ça fait partie, en tout cas selon moi, des meilleures séries Netflix, dans le top 3 c'est sûr, parce qu'il y a quand même quelques petites pépites, et puis j'ai pas tout vu. D'ailleurs aussi, si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas Better Call Saul dans ce top, c'est parce que je n'ai pas vu la série, mais j'imagine qu'il y en a qui vont la placer en top 1, en top 2 ou en top 3, mais bon, moi je n'ai pas vu la série, donc je ne pourrais pas vous dire. On passe maintenant au top 1 de ce classement, c'est Severance. Là aussi, je vous en ai fait une critique qui a totalement bidé. D'ailleurs, c'était un format de vidéo qui était assez particulier, je vous invite à aller voir, parce que ça n'a rien à voir avec les critiques que je fais d'habitude, si vous êtes curieux. C'est sans spoiler aussi, donc voilà, si jamais vous voulez vous laisser tenter. Severance, donc j'en reparle encore là, parce que c'est masterclass. Le problème, c'est que c'est sur Apple TV, et que Apple TV, niveau communication, en fait, c'est très particulier, quoi. Il y a personne qui est au courant de ce qui sort sur Apple TV, il y a personne qui a Apple TV non plus, ou presque. Severance, allez regarder, c'est incroyable, c'est philosophique, c'est beau,
c'est réalisé par Ben Stiller, il y a un casting de folie, ça fait réfléchir et ça rappelle aussi sur certains aspects WandaVision, si certains sont friands de cette série, il y a des choses qui vont vous rappeler WandaVision par moment, parce que justement on va jouer avec la réalité. Le principe de Severance c'est ça, c'est qu'on fait face donc à des personnes qui ont des dédoublements de personnalité, si je puis dire, où en gros leur vie au bureau est totalement indépendante de leur vie privée et qu'ils n'ont aucun souvenir au bureau de leur vie privée, et quand ils sont chez eux, ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont fait en fait durant leur taf. Et en fait, il y a justement ce dédoublement de personnalité où il y a tout un système de clonage un petit peu mis au devant de la scène, même si c'est une seule personne, il n'y a pas de clonage, mais c'est plus un clonage psychique, si je puis dire. Et c'est en ça que c'est intéressant parce que tu vois, à partir d'une même personne, comment est-ce que l'environnement dans lequel ils évoluent arrive à évoluer sur chaque personnalité justement. Donc c'est super intéressant, très prenant, c'est très spécial aussi, il faut rentrer dedans, mais quand on est dedans vraiment les gars, c'est incroyable. Et pour reprendre une citation de Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine, non, ce n'est pas le titre de ma sextape. Donc oui, on a mangé Gucci, il y a 3 séries là, le top 3 qui honnêtement pourraient toutes être top 1 en fait. Donc c'est pour vous dire que ça a été une très bonne année en termes de séries, une très mauvaise aussi par moment, mais ça on en parlera sur la vidéo flop 2022 série. Et quand bien même je suis super content de cette année et je pense que 2023 ça va être aussi incroyable. Il y a de très très lourds projets qui arrivent en termes de films, de séries, de jeux vidéo. Et alors je sais pas dans quel contexte, encore une fois géopolitique, on va évoluer durant cette année 2023, parce que vous savez à chaque fois qu'on commence une nouvelle année, il y a toujours une merde qui se passe dans le monde qui va influencer notre humeur on dira, mais si on oublie tout ça, en termes de cinéma, ça s'annonce incroyable. Donc écoutez, je compte sur vous pour me donner votre top série 2022, quels ont été vos coups de cœur au final, et quelles sont aussi vos déceptions, même si ça vous pourrez plus le mettre dans la vidéo flop qui arrivera prochainement. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux en description, et en attendant les dos, que la chocolatine soit avec vous.